Bonjour à tous. Donc mon intervention par rapport à celles qui ont eu lieu précédemment, ça va être une approche un peu différente et un peu plus pragmatique, modeste et opérationnelle, de par mon cursus qui n'est pas du tout, je suis pas du tout historienne, je suis pas architecte du patrimoine. Donc oui, j'ai travaillé en agence en fait dans le privé à Brest pendant quelques années. J'intègre une collectivité pour la première fois depuis 10 ans, donc je suis vraiment au service urbanisme. Donc vraiment en fait en lien avec tous les dépôts de permis de construire, donc et en interface avec les pétitionnaires en permanence, ce qui change un petit peu la donne. Donc là en fait je vais vous présenter un outil qui est hyper important pour la ville de Lorient, mais qui est juste une petite focale en fait sur une façon de revaloriser le patrimoine lorientais. Il faut juste savoir en fait qu'on n'est pas, contrairement à beaucoup de communes présentes aujourd'hui ici, dans un périmètre de protection. Donc on n'a aucune protection, on n'a pas d'AVAP, on n'a pas eu de ZPP-AUP, pas d'AVAP. On n'a que quelques monuments qui sont classés, 2 ou 3, et qui sont en fait l'architecte des bâtiments de France a procédé en fait à un périmètre qui se limite aux abords très très proches de ces monuments. Donc sur le territoire de la ville de Lorient, on n'est pas du tout soumis en fait à consultation ABF pour pratiquement aucun dossier. Donc c'est une donne en fait à intégrer déjà au départ. Donc juste pour prendre une petite carte d'identité assez rapide de Lorient, parce qu'on est assez loin là aujourd'hui. Donc c'est une commune qui regroupe à peu près 60 000 habitants, qui est la ville-centre en fait d'une agglomération de 25 communes et qui dépasse à peu près 200 000 habitants aujourd'hui. Donc voilà, pour la situer, en fait, on a Lorient donc au milieu et donc tout le périmètre de l'agglomération. Donc avec les deux rivières qui la structurent, donc le Blavet et le Scorff, qui se jettent dans la rade de Lorient, donc et qui débouchent sur la mer. Donc voilà, un plan un petit peu plus rapproché, donc du centre-ville. Donc on distingue en fait au sud, en fait, on a notre base de sous-marins aussi, hein, avec les blocs K1, K2, K3. Et donc là, le rond symbolise vraiment le centre-ville, donc pour lequel en fait la ville de Lorient a subi une démolition, des bombardements de l'ordre de 90%. Donc voilà, plus de 80% en fait de la ville qui a été démolie. Donc voilà, après en fait, comme des choses qu'on a déjà retrouvées en fait dans les discours qui ont été dits en fait depuis hier, en fait, on a eu vraiment une reconstruction qui a pris le parti de s'appuyer sur ce qui préexistait en fait et d'expérimenter en fait un tas de choses au niveau urbanisme et architecture. Donc il y a des déclinaisons en fait qui sont très très intéressantes sur une reconstruction d'inspiration régionaliste et d'inspiration plus moderne. Donc là, on a juste une petite axonométrie en fait du plan de la reconstruction, donc en 1962. Une image de Lorient donc en cours de reconstruction. Donc on a vraiment l'axe en fait historique qui est celui de l'avant-port qui rentre dans Lorient, et on avait justement les baraquements qui se situaient en fait dans cet axe-là. Et on voit déjà tous les bâtiments qui sont sur la droite, en fait, qui étaient tout le mail République qui a été repris de façon hyper importante par Castro fin des années 90, qui devait justement venir boucher cet axe-là vers l'hôtel de ville. Sur l'ouest, en fait, on a vraiment les équipements très structurants de la ville, en fait, l'hôtel de ville, aujourd'hui le Grand Théâtre, la piscine, et donc tout cet axe-là a été quand même maintenu sans construction et aujourd'hui est fortement restructuré par un projet d'espace public assez ambitieux. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, une vue aérienne de la ville de Lorient. Donc on voit l'avant-port qui rentre dans la ville, le palais des congrès qui vient fermer cette perspective, et le parc Jules Ferry, en fait, ça passait un peu trop vite, le parc Jules Ferry qui se déploie en fait dans l'axe jusqu'à la place de l'hôtel de ville. Et donc sur la partie à l'est, en fait, à droite, on voit vraiment en fait tous les îlots homogènes de la reconstruction et des bâtiments assez symboliques. Donc voilà, je vais venir très très vite en fait sur la campagne de ravalement qui est une initiative de la ville de Lorient qui a démarré en fait au début des années 90 parce qu'on s'est rendu compte que tous ces bâtiments qui ont été construits un peu simultanément commençaient en fait à se dégrader, à défraîchir et à donner une image du paysage urbain qui n'était pas forcément très qualitative. Donc le but c'était vraiment d'impulser l'initiative privée en poussant les copropriétaires à effectuer ce ravalement en justement en donnant une carotte en fait financière. Donc il y a eu un travail d'analyse typologique et stylistique qui a été très important à l'époque, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, pour aboutir à des plaquettes qui ont été travaillées vraiment selon les époques de construction et selon les typologies. Donc en fait, d'abord, il y a eu justement une espèce de datation qui a été faite sur tout le périmètre du centre-ville,
Et on voit justement là que le 19e siècle et antérieur est très très peu présent en fait sur ce centre-ville. Et après, en fait, on est sur quelques petits îlots 1930 qui ont été préservés, et ensuite reconstruction, inspiration régionaliste et inspiration moderne, qui sont deux courants vraiment différents et qui occasionnent justement des principes un peu différents dans leur mise en couleur. Donc juste pour les resituer assez rapidement, donc pour l'Orient en tout cas, l'antérieur en fait, donc 19e siècle et antérieur, c'est vraiment des maisons de bourg assez modestes, hein, donc qui sont légion sur certains quartiers de faubourg à l'Orient, mais qui connaissent des transformations qui peuvent être assez catastrophiques si on n'y fait pas attention. Donc on avait justement cette plaquette en fait dédiée à cette époque-là, donc qui comporte aussi les hôtels particuliers, donc ces maisons de bourg, et donc qui pose des principes avec des nuanciers de couleurs qui ont été donnés. Donc ça, c'est des plaquettes qui existent depuis au moins 20 ans et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Ensuite, on a vraiment le courant des maisons années 30 avec l'arrivée des maçons italiens qui étaient très présents sur l'Orient. Donc il y a vraiment l'importance du décor et de la couleur, des enduits à la tyrolienne, des mots des natures. Sur les façades rues. Donc là, c'est pareil. Enfin, il y a vraiment en fait une appropriation des particuliers, des propriétaires qui a été très forte grâce à la politique de subvention. Donc on a toujours la plaquette qui est justement qui se réfère à cette époque-là, avec les mêmes logiques en fait. Ce qu'il faut mettre en valeur, les fonds de façade avec des enduits un peu plus, des couleurs un peu plus fortes, un peu plus vives. Ensuite, on arrive sur l'architecture de la reconstruction, donc d'inspiration régionale. Donc là, en fait, on a un petit peu aussi la fiche d'identité qui caractérise en fait cette époque-là et ce courant stylistique, et la plaquette qui s'y réfère à chaque fois. Donc, on est plutôt sur une logique en fait dans ces plaquettes-là de mettre en valeur tous les reliefs, tous les éléments de ferronnerie, et par contre, on est sur des tonalités de fond de façade qui restent toujours assez fondues et assez pastel. Et ensuite, on arrive sur la reconstruction d'inspiration plus moderne, donc avec des écritures de toiture terrasse, des choses très horizontales, des grands bandeaux de fenêtres, des balcons filants, des éléments de composition avec des pilotis, des choses en suspension qui sont très intéressants et qui se retrouvent énormément dans la ville. Et donc là, on a la plaquette moderne et qui met justement en œuvre en fait ces principes-là, toujours de mise en couleur des reliefs, soit des fonds de loggia, des éléments qui sont structurants vraiment en fait de l'édifice pour essayer de les mettre en valeur à chaque fois. Donc voilà, ça juste pour expliquer comment ça fonctionne en fait. Donc on avait vraiment en fait on est par une logique de délibération qu'on réitère en fait chaque année. Donc c'était des immeubles qui sont classés en fait, qui sont situés sur des artères structurantes, qui sont intéressants ou remarquables, mais selon un classement que nous on a effectué municipalement. Et puis après, selon des barèmes de revenus, en fait, on va donner un pourcentage en fait du montant en fait de leur ravalement, avec un plafond à chaque fois. Donc ça a un petit peu évolué assez récemment. Donc du coup, on envoie des courriers, on vote cette subvention tous les ans au conseil municipal. Et puis donc, on a aussi une obligation de demander une demande d'autorisation, forcément, donc, qui passe par nous, service urbanisme. Et on travaille en fait du coup assez systématiquement avec les copropriétaires, les syndics et toutes les entreprises aussi présentes sur la région lorientaise qui commencent maintenant à connaître le principe. Et donc du coup, c'est devenu une habitude qui fonctionne bien. Donc voilà, en 20 ans, c'est un outil qui fonctionne plutôt bien, donc le rafraîchissement des façades qui marche bien, la coloration de la ville qui devient visible, la dynamique qui a été intégrée par les habitants, et une méthode avec des principes simples qui participent à la lecture architecturale. Donc là, je donne quelques images. Alors là, c'est vraiment en fait du années 30, donc je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas normalement l'objet en fait du thème aujourd'hui pour ce colloque. Donc là, on est plus en fait sur l'architecture donc d'inspiration régionale, en fait, avec vraiment les encadrements mis en relief en fait avec des couleurs un peu plus fortes, d'inspiration moderne toujours avec des teintes aussi assez vives en fait sur les reliefs. Et donc là, en fait, ce que je voulais en fait présenter aujourd'hui, c'est que cette habitude-là, ce qui a été initiée depuis déjà plus de 20 ans, en fait, on l'a fait un petit peu évoluer. Justement pour essayer en fait de travailler autrement, changer la perception de certains immeubles de la reconstruction. Parce que malgré en fait cette initiative en fait très très bonne, on a toujours en fait une architecture au centre-ville qui est quand même assez homogène, assez répétitive, assez monotone et qui est toujours perçue comme telle en fait par la population et par les gens qui ne connaissent pas l'Orient et qui parcourent l'Orient pour la première fois. Donc du coup, on s'est posé la question d'agir autrement sur certains édifices qui nous semblent vraiment singuliers.
Donc, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas forcément de cohérence globale sur les ravalements qui pouvaient avoir lieu, parce qu'on a des ensembles urbains qui sont totalement homogènes, mais par contre, en fait, on a des copros qui sont bien particulières, et en fait, la décision du ravalement ou des travaux se prend à l'échelle de chaque copropriété. Donc, du coup, en fait, on avait des fois des juxtapositions qui étaient absolument pas cohérentes pour justement mettre en valeur l'écriture architecturale d'origine et l'ensemble urbain tel qu'il avait été conçu au départ. Donc on s'est posé la question, donc on s'est plus que posé la question, en fait on a fait des études chromatiques sur certains ensembles qui nous paraissaient un petit peu majeurs de par leur qualité architecturale et puis leur situation dans la ville, pour essayer d'un petit peu de redonner de la modernité à cette architecture-là et tester des choses qui étaient peut-être éloignées en fait de l'écriture d'origine, mais au moins changer cette perception qu'on avait, qui était peut-être un petit peu trop répétitive et trop austère en fait de cette architecture de la reconstruction. Donc là, c'est ce qu'on appelle la tour Martel. En fait, vous pouvez voir en fait à gauche, c'était l'image d'origine qui était assez pastel. Et par le biais de la coloration, en fait, on vient vraiment appuyer en fait toute la composition de l'édifice avec ce noyau donc de la cage d'escalier qui est avec une teinte beaucoup plus vive, à laquelle viennent se raccrocher en fait tous les balcons en fait qui sont arrondis. Et donc du coup, ça donne une lecture complètement différente de ce bâtiment-là qui est en plein centre-ville, qui, malgré sa hauteur, ne se remarquait pas forcément. Et depuis qu'il a été ravalé, en fait, on a plutôt des retours très positifs. Donc, avec une petite intervention, en fait, ça peut complètement changer la façon dont on perçoit cette architecture. Là, c'est l'ensemble Le 5 qui est sur la place Jules Ferry, dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, qui était un ensemble complètement homogène. Donc là, on a une image de sa construction et de son achèvement, en fait, à l'origine, qui était assez intéressante. On est vraiment sur une grande barre, en fait, en R+2, sur lequel viennent se greffer en fait des bâtiments en R+8, comme un peu en étau, et qui viennent pincer en fait une barre qui elle se déploie à la perpendiculaire. Et en fait c'est pareil au gré en fait des copropriétés successives. Cet ensemble-là a perdu de toutes ses qualités de départ. Donc voilà, on avait vraiment l'effet de vertical qui venait rompre en fait l'horizontale avec les arcades qui donnaient sur le parc. Et on avait des bandeaux vitrés continus en fait effilant sur les barres qui sont à la perpendiculaire. Et puis au fur et à mesure, ça a donné ça. Donc ça s'est affadi, il y a eu des transformations assez irréversibles pour les ouvertures, pour les parties, les serrureries, les garde-corps, enfin voilà, ça a été un peu catastrophique. Donc là, on essaye de rattraper un petit peu cet effet-là en retravaillant les verticales justement, et puis en donnant en fait une cohérence d'ensemble. Mais c'est toujours compliqué parce qu'on travaille avec des copropriétaires qui sont très nombreux et qui sont toujours très désireux de prendre part en fait aux couleurs de leur bâtiment. Donc on arrive en tout cas à retrouver une lecture qui est à peu près approchante de l'écriture originelle en fait de cet ensemble qui était sur le parc. Donc on voit comment c'était avant. Donc on a vraiment un système de tronçons par petites copros. Et si on n'impose pas en fait quelque chose d'un petit peu cohérent sur les fonds de façade avec du blanc pur, enfin il faut vraiment donner un cadre et après permettre dans ce cadre-là quelques petites appropriations peut-être singulières sur les copropriétés, mais qui respectent ce cadre d'ensemble. Donc voilà, après intervention. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Surtout, il y a pas mal de diapos. Voilà, je vais vous montrer en fait plutôt donc le boulevard Svob. Avec l'immeuble à Échasse, dont je parlerai juste un petit peu plus tard. Donc le boulevard Svob, c'est vraiment un boulevard qui fait plus de 100 mètres de long en pleine entrée de ville, en fait, juste un R+2, mais que des petites copros de collectifs. Certaines, c'est des maisons individuelles. Donc on se retrouve en fait avec 10 ou 12 copropriétés. C'est un peu compliqué. Et là, voilà, au gré des années, voilà ce que ça a donné. En fait, chacun a voulu faire son ravalement de façon totalement individuelle. Et voilà, donc on se retrouve avec des espèces de segments qui n'ont plus du tout en fait de cohérence. Et du coup, en image, c'est assez catastrophique aussi quand on rentre dans la ville. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc voilà, nous, on est parti sur une approche chromatique complètement autre. On a dit, voilà, on va demander à ce que le fond de façade soit blanc pur pour les parties basses. Sur tous les meneaux et appuis, on a demandé en fait de poser en fait un gris qui se veut assez neutre. Par contre, on a proposé un nuancier de couleur très très vive pour toutes les parties balcon béton qui ressortent comme des petits tiroirs en fait sur tout ce boulevard-là, avec justement le travail sur une alternance à chaque fois pour justement essayer de mettre en œuvre cette appropriation individuelle par copro. Et par contre, garder en fait un effet de modernité qui devient un peu plus évident avec cette nouvelle approche. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Je vais vous montrer d'autres photos. J'en ai d'autres qui sont un peu plus évidentes. Celui-ci, je ne vais pas m'attarder, mais c'est pareil. On est sur des îlots très modernes en fait, et sur lesquels on a vraiment travaillé en fait une approche avec des teintes qui changent des teintes d'origine, mais pour vraiment en fait se référer
à cette modernité, retravailler vraiment des couleurs en fait dans la ville et être cohérent aussi avec justement cette époque années 50. Donc ça commence aussi à prendre forme, mais c'est vraiment au gré de chaque copropriété que les travaux se déclenchent, donc c'est un peu plus compliqué. Pareil. Et là, je vais focaliser plus sur l'exemple du Technicolor, en fait, qui est un immeuble qui est en R+8 en plein centre-ville, donc édifié par Henri Conan, donc qui s'appelait le Technicolor, avec une inspiration Mondrian et Le Corbusier. Sauf que personne ne l'a connu comme tel, en fait, depuis... Voilà, c'est le MRU qui nous a donné en fait, cette image-là il n'y a pas très très longtemps, ça doit faire 6-7 ans, sauf que personne à Lorient n'a connu ce bâtiment-là sous cet aspect-là. Donc il y avait vraiment en fait un travail très graphique donc, à l'intérieur des loggias où on avait des couleurs primaires qui avaient été appliquées. Mais il faut savoir que les habitants de cette tour ont très vite repeint toutes les couleurs primaires sur les joues des loggias pour remettre du blanc parce que ça interférait avec leur habitat et du coup ça ne fonctionnait pas du tout. Donc en fait très peu de l'oriental ont connu comme tel. Et donc voilà ce que est devenu en fait le Technicolor au fur et à mesure du temps, avec des mises en couleur très classiques en fait, un jaune sur le fond de loggia, donc un bleu ciel sur les tranches de béton, et voilà et du blanc en fait sur les garde-corps. Donc du coup l'immeuble s'est banalisé dans le paysage, il s'est pastelisé, il n'avait plus aucun intérêt et on n'avait plus aucune idée de son identité première et des références donc qui étaient celles de son concepteur. Donc en fait, à l'origine, donc quand le ravalement s'est posé, on a décidé, nous, justement, d'intervenir en tant que service urbanisme. On était au courant d'une demande de déclaration préalable. Donc en fait, on a dit, bah là, non, il faut vraiment retravailler le ravalement de ce bâtiment différemment, réinterpréter justement ses couleurs primaires. Donc on a rencontré les copropriétaires, le syndic, le peintre, et qui étaient totalement opposés au projet de remettre des couleurs vives dans les joues de loggia. Malgré en fait tous les éléments de portée à connaissance qu'on avait ramenés en fait avec le service du patrimoine, et puis donc là ça c'est parti pratiquement au pugilat, la confrontation sur la place, et donc eux ont refusé totalement le projet, donc on a dit il faut qu'on trouve un compromis. Sachant que nous, on donnait des subventions, donc c'était conditionné aussi justement à une remise en valeur de ce patrimoine. C'est pas juste pour remettre beau en fait les façades, mais c'est pour que ça ait du sens par rapport à l'écriture d'origine de ce bâtiment-là. Donc on a proposé de faire glisser les couleurs primaires plutôt sur les aplats des garde-corps maçonnés à l'extérieur pour que ça n'interfère pas justement avec leur habitat. Et puis donc voilà, on a proposé en fait une mise en couleur avec cette composition-là, qui a été reçue très favorablement par les copropriétaires. Et puis voilà, le projet a été réalisé. Il y a une copropriétaire qui a même proposé en fait de rejoindre en fait tous ces aplats de couleurs comme un tableau de Mondrian en fait avec justement les tranches de béton avec du noir pour que ça ait du sens. Donc on était très contents de cette proposition parce qu'on ne s'attendait pas à ça en fait. Donc au contraire, ça venait vraiment renforcer l'idée de départ. Donc pour arriver à quelque chose qui aujourd'hui en fait se remarque vraiment dans le paysage. C'est un immeuble qui, malgré sa hauteur et entouré par des bâtiments très très bas, en fait ne se remarquait pas. Et du jour au lendemain, quand il a été recoloré de cette façon-là, tout le monde a levé la tête en fait, et puis tout le monde s'est intéressé à son histoire, à la façon pour laquelle il avait été ravalé de cette façon-là. Et maintenant, ça devient vraiment en fait un immeuble très emblématique de la ville de Lorient. Donc voilà, ça c'était un premier élément. C'est vrai. En fait, ils se sont tellement appropriés cette mise en couleur pour laquelle on était vraiment en confrontation au départ que pour d'autres immeubles pour lesquels j'interviens aussi sur des mises en couleur, ils m'ont dit vous ne proposez pas de couleurs primaires pour d'autres bâtiments. Le Technicolor c'est nous, donc les couleurs primaires c'est nous uniquement. Donc c'était assez rigolo quand même comme évolution parce qu'on n'était pas parti de cette façon-là. Là, je vais vous montrer des exemples donc, de tentatives de revalorisation en fait, de patrimoine de la reconstruction par des mises en couleur ou autres. Là, c'est différent. C'est un bâtiment vraiment de la reconstruction d'inspiration régionale avec du parement granit en fait en parement. Enfin, je l'ai dit. Et donc vraiment très intéressant pour nous, mais en fait donc qui appartenait à un privé, enfin à la CCI, et qui a décidé en fait de le vendre à un promoteur. Et on s'est venu avec un projet en fait de bâtiments, de logements très classiques qui justement en fait nous imposait en fait la démolition de ce bâtiment-là. Donc nous, ça nous a posé problème. On a demandé à conserver le bâtiment et justement à composer avec cette façade-là qui nous semblait très intéressante. Donc voilà, je vous la présente brièvement.
Donc voilà, à l'issue d'un petit concours que le promoteur a fait avec 3 équipes d'architectes, le projet qui a été retenu, ça a été celui-ci en fait, qui a été édifié par Arco, qui est une agence vantaise qui a une certaine notoriété en fait en Bretagne, et donc voilà, qui travaille vraiment en fait sur l'échelle d'accroche avec donc un élément en béton qui vient dans l'angle, et puis surmonté par un élément beaucoup plus contemporain, avec une géométrie, une silhouette très audacieuse et très nouvelle en fait pour la ville de Lorient. Donc, par contre, la démolition, on n'a pas pu y échapper. Je vous montre ces photos-là parce que j'ai découverte moi en passant un matin et ça m'a fait un petit peu mal. Donc en fait, ils l'ont reconstruit à l'identique parce que pour des raisons de structure, en fait, ils n'ont pas pu garantir la surélévation en fait au-dessus. Donc enfin, c'est toujours un petit peu le problème. Mais voilà, maintenant on arrive à la livraison bientôt de ce bâtiment-là qui va totalement changer la silhouette de Lorient, en plein centre-ville, donc avec un bâtiment qui donne sur le bassin à flot, donc un emplacement assez privilégié. Et on voit la façade reconstituée, donc qui est juste à côté. Donc on est sur quelque chose qui est assez nouveau et on a vraiment échappé à un ensemble de bâtiments, enfin un ensemble de logements qui aurait été très standard et très banal en fait. Donc on est assez content d'avoir bataillé pour demander à conserver en fait cette façade, même si elle n'a pas été conservée puisqu'elle a été démolie et refaite à l'identique, mais ça a permis en fait d'implanter un programme et un projet qui nous semble assez ambitieux et qui vient vraiment du coup révéler en fait cette façade qui était un petit peu endormie précédemment. Et je vous montre juste des petites photos d'actualisation en fait sur le boulevard Svob dont je parlais tout à l'heure en fait avec l'étude chromatique pour montrer aujourd'hui que ça a pas mal évolué. Et voilà une petite photo en fait prise en hauteur, avec cette modernité qui est redonnée au boulevard et en fait avec une approche assez simple. Et ça fonctionne bien, les copropriétaires sont très très contents et les retours qu'on a aussi des habitants aussi maintenant remarquent cette entrée de ville, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, le Technicolor dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je vais juste terminer, je sais que j'ai plus beaucoup de temps. Alors ça, c'est le bâtiment des Échasses. C'est un bâtiment en fait de la reconstruction aussi qui est un monument dans la ville de par ses dimensions. Hein. Il fait 45 mètres de haut, 10 mètres de large. Et propriété du bailleur social en fait, Lorient Habitat. Et donc voilà, vous voyez en fait son impact dans le paysage urbain, donc très important. Et il a été décidé de procéder à son ravalement il y a peu de temps. Enfin, il y a 1 an, donc nous on a réagi aussi en disant là il y a un enjeu de revalorisation qui est hyper important, il ne faut pas passer à côté, et il faut peut-être essayer de le traiter différemment que ce qu'on a toujours fait depuis des années, c'est-à-dire travailler les fonds de loggia et puis les coursifs, de mettre en valeur les reliefs, ça ne fonctionne pas pour tous les bâtiments. Celui-ci il est tellement singulier qu'il fallait vraiment une approche qui soit particulière. Donc du coup on a fait appel à une architecte coloriste qui a travaillé en fait vraiment, nous on voulait vraiment qu'elle soit libre de travailler quelque chose d'assez audacieux. Je vais vous montrer le résultat. Donc, elle a présenté toutes ses références, toutes ses influences. Et le projet, c'était vraiment celui de mettre en avant les unités d'habitation à la manière de petites maisons en fait, rangées dans des étagères ou de containers dans un cargo, selon les références voulues. Mais voilà, en tout cas, de donner une autre échelle plus domestique en fait, à ce monstre qui est dans le paysage urbain aujourd'hui. Et donc voilà le projet qui a été retenu, c'est celui-ci, donc avec des couleurs un petit peu plus vives. Qui change complètement en fait la perception qu'on peut avoir de cette architecture-là en fait qui était qui était perçue très négativement en fait par les habitants, même si elle a des vraies qualités en fait, mais elle est reconnue par les experts, mais pas par la majorité des personnes. Donc là, du coup, ça change vraiment en fait cette perception, et on a pas mal communiqué là-dessus, et c'est vrai que du coup, le retour aussi est très très positif. Alors, il faut savoir que le bailleur social qui possède le bâtiment a dû suspendre les travaux pour des raisons de coût. Donc, mais par contre, on ne désespère pas de pouvoir le mettre en œuvre rapidement parce qu'il y a une déclaration préalable qui a été déposée dans ce sens-là, qui a été autorisée par le service urbanisme. Et puis, donc, du coup, je pense qu'on aidera aussi, la ville aidera en fait par un biais de subvention pour que le projet se fasse de cette façon-là, puisque maintenant, il tient à cœur en fait à beaucoup de l'Orientais. Donc voilà, c'était quelques exemples un peu rapides, ou même pas si rapides que ça finalement, pour montrer voilà, que l'intervention par la couleur, en fait, pour nous, est vraiment un outil qui peut vraiment redonner à voir l'architecture d'une autre façon. Et c'est vraiment changer les codes même de départ. On teste des choses, on se dit que c'est réversible, et au moins
sortir de l'indifférence et du côté banal en fait, qu'on pouvait avoir dans la ville, grâce à ces interventions, on se dit que c'est déjà gagné. Donc voilà, je vous remercie.